Madame Sapiens, second épisode, partie 4, sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le travail du cuir laisse des traces sur les dents parce que la peau est mastiquée pour la rendre plus souple. Par ailleurs, les incisives servent en quelque sorte de troisième main pour le tressage, comme le montrent les traces d'usure laissées sur ces dents. Sur les squelettes des néandertaliennes, les dents sont plus usées que chez les hommes. Les traces archéologiques laissent penser qu'il existe peut-être une distribution sexuelle du travail en ce qui concerne les tâches non alimentaires. Mais ça encore, c'est pas certain. En République tchèque, des petits objets en céramique cuits au four portent des empreintes digitales féminines. Les femmes participent donc à la réalisation de statuettes animalières et humaines. Mais il est impossible d'affirmer qu'elles ont entièrement réalisé ces objets. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'elles contribuent largement à l'amélioration des conditions de vie et à l'avancée technologique globale de l'humanité. Le site paléolithique d'Oalo, en Israël, situé au bord du lac de Tibériade, daté de 19 000 ans avant aujourd'hui, était jusqu'à présent totalement immergé. Mais le réchauffement climatique, qui parfois a du bon, a considérablement abaissé le niveau de l'eau, révélant alors les vestiges d'un proto-village. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'eau avant, que l'eau est revenue puis qu'elle s'en va de nouveau, ce qui vient en fait corroborer le fait que le réchauffement et le climat a des cycles. Enfin, je ne rentre pas là-dedans. Il a livré ce site des fragments de filets de pêche, montrant que la pêche ne se pratique pas uniquement à main nue et au harpon, technique réservée aux individus masculins. Là aussi, les femmes partaient à la pêche au filet. Ce site a également révélé les traces de la première domestication de nombreuses espèces végétales, des graines de céréales sauvages comme le brome, le millet ou l'orge, des légumineuses aussi comme les lentilles, les pois chiches et des fruits délicats comme la figue ou la framboise. Il pourrait s'agir d'un autre aspect possible du rôle des femmes dans la subsistance du groupe. En effet, les graines de céréales, les légumineuses, les glands et les fruits constituent entre 50 et 70% des apports caloriques et protéiques nécessaires à l'alimentation du clan. Le site d'Oalo a également livré des centaines de milliers de graines, tamaris, chênes, térébinthes, des dizaines d'espèces de céréales et de légumineuses. Non loin, dans les restes d'une hutte, a été découvert une pierre modelée et fixée au sol avec des cailloux. Les graines éparpillées autour prouvent qu'il s'agit d'une meule. Les marques d'usure, d'amidon et de céréales indiquent qu'elle a servi à fabriquer de la farine, transformée ensuite pour obtenir une pâte. Cette pâte servait à façonner du pain, comme celui découvert sur le site jordanien de Choubayaka, vieux de 14 000 ans. Mais qui se servait de cette meule ? Les hommes ou les femmes ? Bonne question. Un campement vieux de 9000 ans, situé à Abu Huraira, en Syrie, permet de répondre à cette question. À côté des huttes se trouve une nécropole. L'étude des squelettes féminins a mis en évidence des lésions articulaires au niveau des chevilles, des genoux, du bas du dos et à la base des orteils. Ces lésions sont caractéristiques des positions agenouillées, dynamiques et prolongées, comme pour la mouture des grains sur une meule. On retrouve les mêmes chez nos poseurs de moquettes aujourd'hui. Associée à la découverte de plusieurs meules, dites de va-et-vient, cette analyse prouve que ce sont bien les femmes qui broient les grains pour obtenir de la farine. La femme du Paléolithique, en tout cas là, dans cette région, connaît parfaitement le cycle de reproduction des céréales sauvages. Il est donc possible d'envisager qu'en ayant l'idée de protéger les semences et de les semer, eh bien c'est à elle que revient aussi l'honneur d'inventer l'agriculture. Même si, en étant parfaitement honnête, il s'agit d'un processus évidemment long et pas forcément dû uniquement aux femmes. Après la collecte massive des baies et des végétaux, les contenants conservent les aliments solides et liquides. La poterie permet donc de transporter les denrées plus intensivement et plus loin. La femme joue donc un rôle crucial dans l'épanouissement culturel des groupes de la préhistoire. Elle ouvre la porte à la transition néolithique parce qu'elle est la première à semer et à récolter. Elle est donc à l'origine de l'invention de l'horticulture, de l'agriculture. À force de pratiquer la cueillette, elle connaît bien les graines, les terres fertiles, le rythme des saisons, la croissance des plantes. Elle finit par produire elle-même les plantes que le groupe consomme. Peut-être, encore une fois, que c'est elle qui invente la houe de bois, le premier instrument agricole.
C'est l'apparition de l'araire au soc de métal qui marque le passage d'un statut favorable des femmes à une condition plus infériorisée, mais on va y revenir. La femme est aussi le sujet privilégié, on l'a vu, de sculptures, gravures et peintures préhistoriques. Mais est-il possible qu'elle soit elle-même l'auteur de ces productions artistiques ? Il est bien entendu difficile de déterminer le sexe des auteurs des œuvres pariétales et mobilières. Toutefois, les sociétés traditionnelles, comme par exemple chez les Pygmées du Congo ou les aborigènes d'Australie, laissent une place privilégiée aux femmes dans le domaine artistique. Il n'est pas inimaginable que les femmes du Paléolithique soient simultanément couturières, tisserandes, bijoutières, cuisinières, sculptrices et peintres. Mais avant de peindre, encore faut-il acquérir les matières premières, notamment les pigments rares et exotiques. Le clan monte régulièrement des expéditions pour obtenir de ces matières auprès des clans voisins. Il faut souvent prévoir une longue marche. Si rien n'empêche les femmes de faire partie de ces expéditions, rien ne le prouve non plus. Les groupes préhistoriques consacrent du temps et de l'énergie pour obtenir ces matériaux précieux. Ça montre la place importante des productions esthétiques dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs. Le principal argument employé généralement pour interdire la production artistique à la femme préhistorique est que les peintures se trouvent au fond des grottes. L'accès est déjà difficile pour un homme jeune et sportif, il semble donc impensable qu'une femme puisse y accéder. Or, la femme paléolithique, encore une fois, je reviens dessus, est aussi musclée et sportive que son compagnon. Elle possède donc les mêmes aptitudes physiques que lui. Autre préjugé tout aussi sexiste, la femme serait incapable d'élaborer une création riche et symbolique. Au vu des innombrables talents et de l'impressionnante production artisanale de la femme préhistorique dont je vous ai déjà parlé, cette thèse, on peut dire, est définitivement obsolète. Elle ne tient plus la route. Dans la grotte de Peshmerl, le célèbre panneau des chevaux peint il y a 25 000 ans est environné d'empreintes de mains. Eh bien, de plus en plus de préhistoriens suggèrent quelles pourraient être les signatures de ceux ou de celles qui ont peint ce tableau. Certaines sont, à n'en pas douter, des mains féminines. Ce serait la preuve que les femmes aussi se rendent au fin fond des grottes pour orner les parois de scènes extraordinaires. Sauf que cette hypothèse, celle de la signature, est à prendre avec des pincettes, si je puis dire, parce que rien ne prouve qu'il s'agit véritablement de signatures. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont complètement isolées. Elles pourraient tout aussi bien être des marques de passage, comme un peu nos graffitis modernes. En revanche, les empreintes de pas découvertes sur le sol de la grotte d'Alden, laissées il y a 8000 ans par les hommes préhistoriques, prouvent qu'ils étaient accompagnés de femmes. Ces empreintes, au nombre de 600, ont été interprétées par des pisteurs de Namibie afin de leur redonner une histoire. Et devant ces experts en piste, les hommes et les femmes qui sont venus dans cette grotte reprennent vie. Une première femme, visiblement, avance avec assurance. Soudain, elle glisse et se rattrape avec le pied droit. Une autre femme arrive derrière elle, se redresse pour relever un fardeau ou un enfant sur son dos, puis reprend la marche en hâte. D'autres membres du groupe semblent eux aussi porter des enfants. Les pisteurs compte en tout 26 individus, dont des femmes, peut-être surpris par une torche en train de s'éteindre, qui les contraint de regagner l'air libre le plus rapidement possible. Ces empreintes prouvent que le royaume souterrain n'était donc pas réservé aux hommes. D'autres empreintes de pas parsèment le sol de la grotte d'Alden dans l'Hérault, parmi elles des empreintes de pas féminines. L'une d'elles, à l'aller, semble avoir les mains libres, mais au retour, ses pieds s'enfoncent davantage et elle avance à plus faible allure. Que transporte-t-elle ? Des pierres ? De l'argile ? La réponse est à chercher du côté des empreintes. À l'aller, les empreintes de pas de la femme sont accompagnées de celles d'un enfant, mais elles disparaissent, celles de l'enfant, sur le chemin du retour. Où sont-elles passées ? Autre indice, des traces de charbon brûlé sur les parois à hauteur des yeux. Elles proviennent de torches utilisées pour éclairer le chemin dans les méandres de la grotte et servent à baliser le chemin afin de ne pas se perdre dans ce labyrinthe. Or, les chercheurs ont réussi à partir de la forme de ces traces à retrouver la forme des torches. Selon leurs estimations, ce type de torche éclaire entre 30 et 40 minutes chacune. Le nombre de torches utilisées suggère que le groupe a passé de 3 à 4 heures sous terre. Vous parlez d'une expédition. Fatigué après une si longue marche, l'enfant a probablement demandé à sa mère
de le porter sur son dos. La pratique de l'art semble être valorisée par le groupe parce que atteindre un tel niveau de connaissances techniques et d'expérience exige un long temps d'apprentissage et de pratique et d'expérimentation. Ça nécessite probablement des milliers et des milliers d'heures d'entraînement. Les artistes semblent avoir bénéficié d'un temps aménagé rien que pour eux, pour leur laisser l'occasion de travailler leur talent. Ce sont sans aucun doute des personnages importants. On peut supposer que le talent de chacun est repéré très tôt et est mis au service du groupe dans l'objectif de favoriser sa subsistance.